À l'été 1996, dans le berceau du football, La Roja, l'équipe nationale espagnole débarquait en Espagne avec une formation regorgeant de talents exceptionnels. Des hommes dont on espérait briser la malédiction des qualifications qui les hantaient depuis des décennies. Sous la houlette de Javier Clement. L'Espagne affichait cette année-là un style à la fois technique et combatif, un mélange d'élégance latine et d'une ténacité à toute épreuve. Invaincus en phase de groupe, les Espagnols disputaient un quart de finale mémorable contre l'Angleterre, Pays Haute, à Wembley. Mais le destin, cruel, venait une fois de plus briser leurs espoirs sur un penalty. Malgré l'absence de trophée, cette génération posait les premières pierres d'un futur empire espagnol. Près de 30 ans se sont écoulés depuis cet été à Wembley. Ces jeunes hommes aux cheveux longs sont désormais des hommes d'âge mûr, ayant goûté aux joies et aux peines de la vie. Certains sont devenus de grands stratèges, révolutionnant le monde du football. D'autres ont trouvé la paix au milieu de drames familiaux. Et d'autres encore ont dû affronter les tourments de la justice. Ouvrons les dossiers des 12 figures les plus marquantes de l'équipe d'Espagne de 1996 pour découvrir que derrière l'aura du terrain se cachent des destins humains empreints d'émotion. Andoni Zubizarreta, poste, gardien/capitaine. Dans l'équipe d'Espagne de 1996, Andoni Zubizarreta n'était pas qu'un simple gardien de but. Il était une figure emblématique, un véritable mentor. À 34 ans, capitaine de l'équipe, Zubi était le pilier moral de ses coéquipiers, sans pour autant posséder les arrêts spectaculaires d'un oiseau. Zubi a conquis le cœur des supporters par son calme étonnant, son intelligence de placement et sa stabilité absolue. Témoin vivant des hauts et des bas du football espagnol. Il a gardé les cages pendant 4 Coupes du Monde consécutives. À l'Euro 96, malgré l'élimination précoce de l'Espagne, la sérénité de Zubi est restée une source d'inspiration indéniable. Après une retraite en 1998, une fin abrupte suite à une erreur lors de la Coupe du Monde en France, Zubizarreta a choisi de ne pas quitter le monde du football. Il revêtit un costume élégant et accéda aux plus hautes sphères en tant que directeur sportif. Il occupait poste à l'Athletic Bilbao, au FC Barcelone et à Marseille. C'est Zubi qui fut à l'origine des transferts clés qui permirent au FC Barcelone de maintenir sa domination. Mais c'est aussi lui qui essuya le plus durement les critiques publiques à chaque échec de l'équipe. Sa carrière d'entraîneur fut aussi tumultueuse que le poste de gardien de but qu'il occupa un jour. 10 arrêts réussis et oubliés. Une seule erreur et des milliers de critiques. Loin des pressions du travail, Zubizarreta est un homme de famille, discret et intellectuel. Il apparaît rarement dans la presse à scandale, préférant préserver sa vie privée. Il participe fréquemment à des séminaires de football, écrit des articles et intervient en expert avec une grande perspicacité. Le calme qu'il affiche sur le terrain semble avoir déteint sur sa vie, lui permettant de traverser sereinement les critiques et de rester fidèle à sa philosophie. Aujourd'hui, après avoir quitté ses fonctions d'entraîneur, Andoni Zubizarreta coule des jours paisibles et apparaît occasionnellement à la télévision pour partager son expérience avec la jeune génération. Une légende qui restera à jamais associée au record de 126 sélections en équipe nationale. Miguel Ángel Nadal, poste, défenseur central. Miguel Ángel Nadal, surnommé La Bête, terrorisait tous les attaquants de l'Euro 96. À 30 ans, Nadal apportait une force physique et une combativité exceptionnelle à la défense espagnole. Défenseur non pas élégant, mais doté d'une puissance physique écrasante et d'un esprit combatif sans faille. Membre clé de la Dream Team du FC Barcelone de Johan Cruyff, Nadal a prouvé que l'efficacité primait sur l'esthétique. Solide comme un roc aux côtés d'Abelardo, il formait un rempart infranchissable devant le but de Zubizarreta. Après sa retraite, Nadal a opté pour une vie plus discrète que ses coéquipiers. Il a brièvement occupé le poste d'entraîneur adjoint à Majorque, mais a surtout profité de sa famille et de sa vie sur son île natale. Ce qui est le plus intéressant lorsqu'on évoque le nom de Nadal par la suite, ce n'est pas sa carrière de footballeur, mais son rôle d'oncle de mentor pour une autre légende du sport, Rafael Nadal. Miguel Ángel est son oncle biologique, celui qui a toujours été là pour soutenir et inspirer le roi de la terre battue, Rafael Nadal.
La vie actuelle de Miguel Ángel Nadal s'articule autour de loisirs raffinés comme le golf, le tennis et les plaisirs de la mer Méditerranée. Il est la preuve qu'un joueur au style si brutal sur le terrain peut être un homme doux, aimant sa famille et vivant pleinement sa vie. La célébrité ne l'intéresse pas. Il ne court pas après le prestige du métier d'entraîneur, mais se contente d'être un pilier pour les siens. Aujourd'hui, la bête d'antan coule des jours paisibles à Majorque, apparaissant de temps à autre dans les tribunes pour encourager son talentueux neveu avec le sourire satisfait de celui qui a vécu pleinement sa passion. Luis Enrique, Posti, milieu de terrain / attaquante. Luis Enrique, dit Lucho, incarnait la passion et une polyvalence hors du commun à l'Euro 96. À 26 ans, il pouvait évoluer à tous les postes, lateral, milieu de terrain et attaquant. Son transfert retentissant du Real Madrid à Barcelone cette année-là n'a fait qu'accentuer sa forte personnalité teintée de rébellion. Sur le terrain, Lucho était un guerrier infatigable, prêt à tout donner pour le drapeau, comme lors de la Coupe du Monde 94. À l'Euro 96, il était une véritable force de la nature, insufflant une nouvelle dynamique au jeu espagnol. La fin de carrière d'entraîneur de Luis Enrique fut tout aussi brillante, avec le triplé historique réalisé avec Barcelone en 2015. Cependant, la vie lui réserva une tragédie terrible. En 2019, il dut quitter temporairement son poste de sélectionneur de l'équipe nationale espagnole pour s'occuper de sa jeune fille Xana, atteinte d'un cancer des os. À son décès, à l'âge de 9 ans, le monde du football tout entier fut en deuil. Mais Lucho sut se relever de cette épreuve de manière extraordinaire, reprenant les rênes de l'équipe nationale, puis du PSG, plus fort et plus résilient que jamais. Luis Enrique a également surpris ses fans en se présentant comme un streamer, aux millions de vues sur Twitch lors de la Coupe du Monde 2022. Il y partageait sa vie, sa philosophie et même la douleur de la perte de son enfant avec un optimisme surprenant. Excellent triathlete Ironman. Il a laissé derrière lui une personnalité combative sur les terrains il y a quelques années. Un cœur chaleureux, débordant d'amour et d'une vitalité extraordinaire. Aujourd'hui, à Paris, Luis Enrique continue de s'illustrer, portant en lui le sourire de sa petite Xana, source inépuisable de motivation. José Luis Caminero, poste, milieu offensif. José Luis Caminero était la star incontestée, l'âme du jeu offensif espagnol à l'Euro 96. À 29 ans, Caminero vivait la meilleure saison de sa carrière, après avoir contribué au doublé historique de l'Atlético Madrid. Lors de ce tournoi en Angleterre, il a réalisé un geste de génie. Un dribble époustouflant qui a complètement déstabilisé Miguel Ángel Nadal lors du match Atlético-Barcelone et des gestes techniques d'une grande finesse. Cette année-là, Caminero incarnait l'élégance, la technique et la puissance explosive, le plus grand espoir de la France. Cependant, le chemin qui suivit la gloire de Caminero fut semé d'embûches et d'ombres. Après sa retraite, il occupa le poste de directeur sportif à Valladolid, à l'Atlético de Madrid et à Malaga. Bien qu'il ait eu un don pour dénicher les talents, recrutant de nombreux joueurs de qualité, sa réputation fut sérieusement ternie par des démêlés judiciaires. Accusé d'implication dans un réseau de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, il risqua des peines de prison et de longs procès. La vie de Caminero est un contraste saisissant entre lumière et ténèbres. Artiste sur le terrain, admiré par des milliers de personnes, il s'est laissé aller aux tentations une fois confronté à la réalité. Malgré tout, il a continué à travailler dans le football, tentant d'effacer ses erreurs passées grâce à ses talents de manager. Aujourd'hui, José Luis Caminero vit plus discrètement. Retiré des projecteurs, une leçon précieuse sur la nécessité de se prémunir contre les pièges une fois la gloire passée. Pep Guardiola, poste, milieu central. Pep Guardiola, lors de l'Euro 1996, était le génie, le cerveau du milieu de terrain espagnol. À 25 ans, Pep n'avait ni un physique idéal, ni une vitesse fulgurante, mais son intelligence de jeu était visionnaire. Véritable maître du jeu, il rythmait les actions de toute l'équipe. Chaque ballon offensif devait passer par ses pieds, l'image de ce milieu de terrain longiligne. Pourtant, le numéro 4 et donnant des ordres à ses coéquipiers est devenu un symbole. Malgré l'échec de l'Espagne cette année-là, le talent de Pep était indéniable. La carrière de joueur de Pep a ensuite été marquée par de nombreux obstacles, notamment des blessures et des accusations de dopage, dont il a été innocenté par la suite. Mais sa carrière d'entraîneur est une véritable légende vivante.
De Barcelone au Bayern Munich en passant par Manchester City, Pep Guardiola a révolutionné le football mondial grâce à sa philosophie basée sur la maîtrise du ballon et un pressing intense. Il est devenu l'entraîneur le plus titré du 21e siècle, remportant de nombreux titres en Ligue des champions et en championnats nationaux. Il est considéré comme le Einstein du football. La vie personnelle de Pep est aussi riche et profonde que sa manière de diriger les équipes. Passionné d'art et de mode, il affiche toujours une allure impeccable. Malgré sa notoriété, Pep protège jalousement la vie privée de sa famille. Patriot, il est profondément attaché à sa Catalogne natale. Son intelligence et son perfectionnisme, frôlant parfois l'obsession sur le terrain, témoignent d'une quête perpétuelle de la perfection. Aujourd'hui, Pep Guardiola règne toujours en maître avec Manchester City, continuant d'écrire des pages d'or et de redéfinir notre façon de regarder le football. Abelardo Fernandez. Poste. Défenseur central. Abelardo Fernandez, affectueusement surnommé Pitou, était le partenaire idéal de Nadal en défense centrale. En 1996, à 26 ans, Abelardo était au sommet de sa forme, contrairement à l'allure plus rude qu'il adoptera plus tard, après s'être rasé la tête. Abelardo était alors un défenseur central intelligent, capable d'anticiper les situations et d'effectuer d'excellentes couvertures. Il fut l'un des éléments indispensables du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole tout au long des années 90. L'amitié profonde qui l'unissait à Luis Enrique, depuis leur jeunesse à Dijon jusqu'à leurs combats à Barcelone, est une belle histoire du football. Après avoir accroché ses crampons, Abelardo s'est lancé dans une carrière d'entraîneur semée d'embûches. Surnommé le pompier de l'équipe, il excelle à sauver les clubs de la relégation. Le point culminant de sa carrière d'entraîneur fut sans conteste la promotion de son club formateur, le Sporting Gijón, en Liga malgré des difficultés financières, un exploit qualifié de miraculeux. Il a également entraîné Alavés et l'Espagnol avec la même passion qu'à l'époque où il était joueur. Cependant, la vie stressante d'entraîneur a laissé des traces sur son visage. Abelardo, dans la vie, est un homme franc et sincère qui aime profondément son métier. Il n'hésite pas à exprimer ses émotions, des larmes de joie aux accès de colère en salle de presse. Malgré des hauts et des bas dans sa carrière d'entraîneur, marquée par un licenciement puis une nouvelle nomination, Abelardo n'a jamais douté de lui. Aujourd'hui, il est toujours en quête de nouveaux défis sur le banc de touche, animé par l'enthousiasme qui l'animait lorsqu'il était défenseur et déterminé à insuffler la passion à ses joueurs. Fernando Hierro, poste, défenseur central. Fernando Hierro à l'Euro 1996 incarnait un grand paradoxe du football mondial, un défenseur central à l'âme d'attaquant. À 28 ans, Hierro était au sommet de sa forme sous le maillot du Real Madrid, pilier de la défense. Son style de jeu féroce et son audace dans les contacts étaient indéniables, tout en étant un redoutable buteur, doté de frappes lointaines puissantes et d'un sang-froid remarquable dans les pénaltys. Leader naturel, Hierro n'avait pas besoin de crier, son autorité rayonnant de son talent et de son dévouement. C'est lui qui manqua le penalty fatidique contre l'Angleterre, une blessure difficile à guérir, mais aussi la motivation nécessaire pour se surpasser par la suite. Après avoir accroché les crampons, la carrière de Hierro a pris des directions diverses, mais est toujours restée liée à des rôles de leadership. Il a été directeur sportif de la Fédération royale espagnole de football, contribuant à l'âge d'or qui a vu la victoire à la Coupe du Monde 2010 et à l'Euro 2012. Le destin lui a cependant joué un mauvais tour en le plaçant à la tête de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2018, 2 jours seulement avant le début du tournoi. Une situation chaotique où, malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à mener son équipe à la victoire. Il a également entraîné le Real Oviedo et travaillé au Mexique. La vie privée de Fernando Hierro est un modèle de professionnalisme et de discrétion. Après son divorce avec sa femme de longue date, il a retrouvé le bonheur auprès de la journaliste Fanny Stipkovich et a récemment accueilli un petit ange à la cinquantaine. Preuve que sa joie de vivre et son désir de bonheur sont restés intacts. La hargne d'un défenseur intraitable d'antan a laissé place à la maturité et au calme d'un homme d'expérience. Aujourd'hui, Fernando Hierro est directeur sportif du club Al Nassr en Arabie Saoudite, où il a retrouvé son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, poursuivant ainsi sa mission de promouvoir de nouvelles valeurs dans le football. Kiko Narváez, poste attaquant. Kiko Narváez, dit simplement Kiko, était l'attaquant longiligne au pied de fée lors de l'Euro 96. À 24 ans, Kiko était l'icône de l'Atlético Madrid.
Son style de jeu improvisé et sa maîtrise du ballon, pour sa taille d'1,9 m, était exceptionnel. Il a inscrit des buts importants et popularisé la fameuse célébration Archer, reprise plus tard par Fernando Torres. Kiko offrait à l'équipe espagnole une option offensive unique. À la fois excellent dans la conservation du jeu et capable de faire basculer une rencontre à lui seul. La carrière de Kiko a été fortement perturbée par des blessures récurrentes à la cheville, le contraignant à prendre une retraite prématurée à seulement 30 ans. Cependant, son charme auprès du public ne s'est pas arrêté là. Doté d'un humour, d'une éloquence et d'une intelligence remarquables, il est rapidement devenu l'un des commentateurs et experts footballistiques les plus appréciés d'Espagne. À la radio comme à la télévision, il apporte un regard joyeux et optimiste sur le football, à l'image de sa propre façon de jouer. Dans la vie, Kiko est un homme qui croque la vie à pleines dents et qui illumine le quotidien de son entourage. Il n'a pas choisi la voie exigeante du coaching, mais a préféré partager sa passion pour le football à travers les mots. Sa carrière médiatique est aussi brillante que sa carrière de joueur. Aujourd'hui encore, Kiko Narváez est un visage familier du petit écran espagnol, un Archer, qui continue de semer la joie dans le cœur des téléspectateurs. Santiago Canizares, poste, gardien de but. Santiago Canizares, à l'Euro 96, était de la doublure de Zubizarreta, mais son talent et sa personnalité n'avaient rien à envier à ceux de ses prédécesseurs. À 26 ans, avec sa chevelure platine et ses réflexes exceptionnels, Canizares était toujours prêt à briller, gardien moderne par excellence. Il dominait sa surface et était capable de lancer des attaques. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué durant ce tournoi, sa présence était un gage de profondeur pour l'équipe d'Espagne. La carrière de Canizares connut ensuite un brillant essor à Valence, où il devint une légende grâce à 2 finales de Ligue des Champions. Mais le destin lui réserva aussi un sort insolite. Une bouteille de parfum se détacha sur son pied juste avant la Coupe du Monde, 2002, l'obligeant à manquer la plus grande compétition de la planète. Après sa retraite, Canizares devint un commentateur sportif talentueux et participa même à des rallyes, témoignant d'une véritable passion pour la vitesse. Mais la plus grande tragédie de sa vie n'a pas été sa blessure, mais la douleur de perdre un enfant. En 2018, son fils Santi, âgé de 5 ans, est décédé des suites d'une maladie. Cette douleur aurait pu anéantir n'importe qui, mais Canizares a choisi de l'affronter en chérissant de précieux souvenirs. Il parle souvent de son fils avec fierté, transformant sa souffrance en force pour mieux vivre. Aujourd'hui, Santiago Canizares est une figure médiatique respectée, un père résilient, et l'image de ses cheveux platines reste un symbole indélébile dans le cœur de ses fans. Alfonso Pérez, poste, attaquant. Alfonso Pérez, l'attaquant aux célèbres chaussures blanches, était le fer de lance rapide de l'attaque espagnole en 1996. À 23 ans, il se distinguait par ses dribbles déroutants et son instinct de buteur. Héros du Real Betis, il était tellement adulé que son club natal, Getafe, baptisa son stade à son nom, le Colisée Alfonso Pérez. À l'Euro 96, il incarnait l'espoir d'une transformation de l'attaque. La carrière d'Alfonso l'a ensuite mené au Betis puis à Barcelone, avant de revenir au Betis. Il fut l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club. Après sa retraite, Alfonso a également disputé des matchs avec les équipes vétérans du Real Madrid et du FC Barcelone. Cependant, sa vie a récemment été au cœur d'une importante polémique, poussant la municipalité de Getafe à retirer son nom du stade en 2023. Ce fut un coup dur pour la mémoire de cette légende. Cet incident montre que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Alfonso, autrefois héros immortalisé par des statues, s'est soudainement retrouvé face à une vague de critiques suite à ses déclarations. Pourtant, pour les puristes du football, l'image d'Alfonso, crampons blancs aux pieds, dansant au milieu des défenseurs, reste un souvenir impérissable. Aujourd'hui, Alfonso Pérez vit plus discrètement, se consacrant à ses affaires personnelles et passant du temps en famille, tout en réfléchissant au haut et au bas de la célébrité. Sergi Barjuan, poste, arrière gauche. Sergi Barjuan, plus connu sous le nom de Sergi, était la flèche d'argent du flanc gauche espagnol. À 24 ans, Sergi possédait une vitesse fulgurante et une endurance infatigable, tant en attaque qu'en défense. Pour produire de la Masia, il avait été repéré et en qui Johan Cruyff avait toute confiance. Lors de l'Euro 96,
Sergi était le titulaire indiscutable, apportant dynamisme et centre dangereux. Il incarnait le latéral moderne, toujours prêt à se projeter vers l'avant comme un ailier. Après avoir passé ses meilleures années au FC Barcelone puis à l'Atlético de Madrid, Sergi s'est tourné vers le coaching. Il a dirigé les jeunes du Barça, le Recreativo et Almeria, et a même été nommé entraîneur intérimaire de l'équipe première pendant la période de crise précédant l'arrivée de Xavi. Malgré des résultats mitigés sur le banc, Sergi est toujours très apprécié pour son dévouement et son amour pour son ancien club. Dans la vie, Sergi est quelqu'un de simple et loyal. Il entretient toujours d'excellentes relations avec ses anciens coéquipiers et fait partie intégrante de la famille du FC Barcelone. Sa vie est entièrement consacrée au football des jeunes, auquel il se consacre corps et âme pour former les talents de demain. Aujourd'hui encore, Sergi Barjuan travaille avec assiduité à l'entraînement au FC Barcelone, où il joue un rôle de mentor, perpétuant ainsi l'esprit de la Masia pour la prochaine génération. José Francisco Molina, poste gardien de but. José Francisco Molina est un nom à part dans cette liste. À l'Euro 96, il était le 3e gardien de but, mais chose étonnante. Lors du match d'ouverture contre la Norvège en 2000, dans un autre tournoi, il a dû entrer en jeu au poste de milieu de terrain, faute de joueur. Pourtant, en 1996, à 25 ans, il était l'excellent gardien de l'Atlético de Madrid lors de la saison du doublé. Molina était réputé pour son jeu de jambes et son courage. La vie de Molina est une véritable épopée de vitalité. En 2002, alors qu'il était au sommet de sa forme au Deportivo La Corogne, on lui diagnostique un cancer des testicules. Le monde du football tout entier est sous le choc. Mais Molina ne s'effondre pas. Il lutte contre cette terrible maladie, subit une chimiothérapie et revient miraculeusement sur les terrains, jouant même au plus haut niveau pendant de nombreuses années encore. C'est l'une des histoires les plus inspirantes du football espagnol. Après sa retraite, Molina a occupé le poste de directeur sportif de la Fédération espagnole de football, succédant à Hierro. Son calme et son expérience de mort imminente lui ont permis d'adopter une vision profonde et humaine du management. Il est la preuve vivante qu'il ne faut jamais se laisser abattre par le destin. Aujourd'hui, José Francisco Molina continue de se consacrer au football dans des fonctions techniques, portant en lui cette leçon de résilience qu'il souhaite transmettre à tous ceux qui traversent des épreuves.